Il a suffi d'un geste stupide sur une aire d'autoroute entre Toulon et Nice pour que la tragédie frappe l'un des plus beaux massifs du sud de l'Europe, le poumon vert de la Méditerranée, la forêt des morts. Derrière cette station d'autoroute que le préfet du Var avait négligé de fermer malgré un vent d'une extrême violence, tout un monde en éveil, la réserve naturelle, la petite Amazonie du sud de la France. 5200 hectares dédiés à une flore exceptionnelle. Et puis, la vie sauvage. 183 espèces protégées. Des oiseaux, des poissons, des reptiles, des amphibiens, des espèces dont certaines sont en voie de disparition. Les enjeux écologiques y sont colossaux. Quelques brindilles qui crament et c'est l'embrasement général. En quelques minutes, le front de l'incendie s'étend sur plusieurs kilomètres en pleine réserve naturelle. Un carnage. Puis, les flammes grimpent à l'assaut des montagnes, des hommes et de leurs maisons, jusqu'à atteindre le minuscule hameau du Val de Gilly au crépuscule. Presque 3 ans après les faits, les blessures n'ont toujours pas cicatrisé. Vers 17h, j'étais en train de me promener et en revenant, tout d'un coup, j'ai vu des nuages au-dessus de ma maison, des nuages de feu et j'ai téléphoné directement à mon fils à Madagascar. Il m'a dit, tu as 1 heure pour te préparer. Et on commence à voir des trucs dans le ciel et c'était assez... j'avais jamais vu ça, je ne comprenais pas ce que c'était. Il y avait bleu, et au milieu une grosse traînée rouge-orangé. Une masse nuageuse rouge-orangé. Alors, bien entendu, on a téléphoné aux pompiers qui nous ont dit qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de danger, que ça passerait derrière, qu'il ne fallait pas s'alarmer. Donc on ne s'est pas alarmé. Et là, c'était un peu surprenant parce que le Mistral se déplaçait en tourbillon. Il n'y avait pas une continuité, si vous voulez, de sens de vent. Je crois qu'on dîne tranquillement, autant que faire se peut. Et puis à un moment, vers 21h, je vais moi aussi sur la terrasse. Mais là, c'est là que j'ai vraiment attrapé peur. Parce que là, il y a eu le feu, là. Là, les flammes, ça montait, là. Toute la colline, elle commençait à rougeoyer. Et je me tourne de l'autre côté, je vois aussi la colline qui rougeoie là. Bon, je dis là, je ne vais pas vivre ça. Donc je convainc Lynn et puis je dis, on y va. Les pompiers nous ont dit qu'effectivement, il y avait un risque que les incendies descendent jusque dans le hameau, qu'ils étaient assez violents et qu'il fallait qu'on soit très prudent, qu'on s'enferme dans nos maisons, mais surtout qu'on n'évacue pas. Je prends quelques papiers, mon ordinateur, parce qu'en fait, j'ai toute notre vie, elle est là-dessus. Le chat, j'avais un chat à cette époque-là, ma fille, et c'est là que Lynn me dit, ben non, moi je vais partir, vas-y d'abord, je vous rejoins après, moi je vais chercher Colette. Cette année, elle fait 90 ans, Colette, et donc c'était impossible de laisser cette dame-là toute seule. On s'était vus tout l'été, on se voit régulièrement, donc j'ai décidé de l'attendre. J'ai un peu fermé les yeux, je connais la route, j'ai un peu fermé les yeux, et là le feu, il passait au-dessus, comme ça. Il passait au-dessus, et on ne voyait pas la route. J'ai poussé la voiture à fond, hop, on a passé ce truc de feu, après c'est des vignes. Et au pont, ben là, il y a une file de pompiers, où je leur dis, mais vous montez pas, il y a quand même le feu là-haut. Mais ils m'ont dit, mais quand on devra y aller, on ira. Le premier qui était dans la voiture, c'était les chiens, ils sentaient le danger. On a vite mis tout dans le coffre et on est parti parce que le feu était de plus en plus près. Et il y a des petits flambeaux là, qui descendaient sur nos vêtements et sur la terrasse. En 5 minutes, tout. C'était l'enfer et un cauchemar. Moi, je suis parti en short, en tongs, torse nu. Parce que je suis cardiaque, je n'arrivais plus à respirer. Et on arrivait quand même encore à passer à cette heure-là. À peu près à 1 kilomètre d'ici, je ne vois plus rien. C'est noir, noir complet. Je ne sais pas où je vais. Je fonce dans un brouillard épais. Mais là, il y avait Colette qui m'a grippée et qui me disait non, on passera pas. Là, je sais pas, c'est l'instinct, je fais un demi-tour, je repars. Et je suis remontée au hameau, mais je crois que je suis remontée en première. Ma voiture, elle était bouillante. Ah, c'est à vous. Il faut la bien, il faut la bien.
On ne savait pas où aller, on était très perdus. Et c'est là justement, Carole justement, elle est sortie de la maison, elle a dit venez vite. On voyait des flammes un peu partout, des explosions, des bouteilles de gaz probablement dans les différentes maisons, des cris, des hurlements, des gens qui cavalaient dans tous les sens. On voit la lumière décliner, on voit la nuit tomber, on voit les flammes arriver et le temps qui passe. Et les gens qui paniquent. Et donc, il y a ceux qui ont essayé d'évacuer, qui reviennent. Et on se retrouve tous ensemble chez moi. Tu attends le bruit, le feu, comme un animal qui veut entrer. C'était impressionnant. À ce moment, on était vraiment pensé, ça c'est la fin. Oui, c'est une crémation, pas volontaire. Attends, on attend de voir comment ça évolue là. Oh putain. Oh là là. Oh la nuit. Voilà comment les faits se sont enchaînés. Le 16 août 2021 à 17h45, poussé par un vent de 100 km/h, le feu démarre à proximité de Gonfaron. Quelques minutes plus tard, les flammes frôlent le village des Maillons, mais l'évitent. 2 heures plus tard, il grimpe à toute vitesse vers la gare de Fresnay, avant d'entamer sa course folle vers le Val de Gilly. Il fonce ensuite vers les zones les plus peuplées de la côte, Cogolin, Cavalère, Sainte-Maxime, Saint-Tropez. 1 million de personnes y sont concentrées au bord de la mer. Bien avant que le feu dévale vers la Méditerranée, il a attaqué les collines qui dominent la gare de Fresnay. Il s'est appliqué, comme lors des incendies précédents, à rayer de la carte des forêts de pins et de chênes-lièges. Un rituel sacrificiel jusqu'à la route des crêtes que les flammes ne doivent surtout pas franchir. Sinon, elles dévalent comme un chariot de feu vers les villages environnants. Un cauchemar pour Thomas Dombry, l'enfant du pays, devenu maire de la gare de Fresnay. L'un des tout premiers à monter au front contre ce monstre. Alors, vous voyez, ça c'est un endroit, ça a brûlé en 70, ça a brûlé en 79, ça a brûlé en 2003 et ça a brûlé en 2021. Et ce que moi, à mon échelle, je peux me rendre compte, c'est qu'il y a de plus en plus d'impact. Alors, j'ai pas le même ressenti en tant que particulier et en tant qu'élu. Parce que en tant qu'élu, j'ai aussi le ressenti, je suis natif d'ici, je suis propriétaire forestier, je suis amoureux de ma forêt. Mais en tant qu'élu, vous avez la peur et des responsabilités de ce qui peut arriver à mes administrés. Notre crainte, lors d'un gigantesque incendie comme celui-ci, c'est d'avoir des gens qui se retrouvent ou coincés sur la route, là c'est le plus gros danger, ou que leur habitation soit détruite par le feu. Alors j'aime bien cet endroit parce qu'on va voir 4 châtaigniers qui n'ont pas brûlé. Je ne sais pas si c'est des nuages ou de la fumée. Il y a quelque chose. Alors d'ici, on peut voir que le feu il est parti sur la gauche de Gonfaron. Il a longé la plaine, je dirais vers 19h50. J'étais en bas sur la route des Maillons qui passe, comme je vous disais, au contrefort du massif. On espérait encore qu'il arrête sur cette route des Maillons. Malheureusement, il y a eu cette saute de feu qui est prouvée, qui est montrée par les pompiers. Tout ça, le 17 août, c'était calciné complètement. Il est vrai que moi, je compare toujours à 2003 parce que c'est ce couloir. Moi, j'étais au centre de secours de la gare de Fresnay.
J'étais convaincu que mes hameaux du sud, ils allaient être impactés. Petite expérience personnelle, j'avais des animaux qui étaient parqués côté sud et ma fille s'inquiétait, papa les ânes, j'ai dit j'irai demain matin, pour vous dire j'irai demain matin. Et à minuit et demi, on y était déjà. Donc c'est là que je me suis rendu compte que ce feu, il avançait à une allure jamais vue. Je pense qu'on va devenir de plus en plus lunaire, quoi. C'est ça qui est triste. Hein. Le monde d'avant disparaît peu à peu sous les yeux de ceux qui l'ont toujours chéri. Les camions de pompiers partent à l'assaut d'un feu ivre de vent, devenu fou, quasi incontrôlable. Certains l'appellent déjà l'incendie du siècle. Sur la seule route qui mène au golfe de Saint-Tropez, les touristes et les gens du pays, presque hébétés, commencent à fuir les brasiers. On a un feu qui progresse très très vite, en pleine. Je dirais le plus impressionnant de ma carrière déjà. Parce que j'ai vécu ceux de 2003, j'ai vécu ceux de 90, j'étais jeune, lieutenant à l'époque, et j'ai vécu celui-là. Et celui-là m'a paru extrêmement rapide. Cette image est exceptionnelle. Prise d'un avion militaire alors que la nuit tombe, elle révèle que le feu qui progresse désormais à 7 km/h bombarde les lignes avant des pompiers d'une pluie de météorites, du jamais vu en France. Vous vous retrouvez qu'un feu ici, et puis tout d'un coup, le feu qui saute, qui se propage bien en avant par des brandons enflammés, des particules incandescentes. Qui vont bien loin en avant. On voit que là, si cette particule part de là, elle a mis, ça fait 2700 mètres. Si elle part de là, donc du mini, elle fait 1290 mètres. Et le feu va passer au-dessus des camions, ce qui nous est arrivé 2 fois sur le feu de Gonfaron. Les avions, c'est 42 2, tu peux faire 42 2. Je te mets sur la une, il y en a qui. Alors quand je suis dans l'hélicoptère avec le préfet, nous sommes inquiets parce que on sait très bien que les feux qui prennent la direction à cette vitesse-là, ils vont à la mer. Sur Saint-Tropez, beaucoup de camping, beaucoup de résidences de vacances, avec des gens qui vont se retrouver sur les routes et avec des routes dangereuses parce que forcément vous êtes au milieu des flammes. Donc il y a le commandement du feu, mais le commandement du feu, c'est pas le plus important. Le plus important là, c'est la gestion de crise. Et c'est toute la différence entre ces feux hors normes, que j'appelle, et les feux traditionnels qu'on a l'habitude de faire dans le département du Var. Là, on est sur le départ du massif des Morts, c'est tout ce qu'on ne voulait pas. C'est un massif qui est difficilement accessible et qui surtout est habité. Nous étions dans la cellule anticipation. On a 7 colonnes extérieures, 7, oui. Plus nos groupes vers oui, on arrive à 30. On arrive à 30 groupes. À terme, on aura 30 groupes. On a 700 hommes. Le nombre, c'est à 1200 hectares. La nuit aéronautique va bientôt tomber et donc toute la bagarre qui va se passer ici se fera sans avion. L'intersection de la D75 et de la D500. La nuit, on ne voit pas les choses de la même façon. Nous, on n'est pas renseignés de la même façon. Donc, dans notre tête, est un feu extrêmement dangereux pour nos personnels. Alors, on a un scénario catastrophe qui doit être évité. Il faut évacuer les gens, il faut déplacer les campings et les mettre à un autre endroit, surtout pas au milieu de la route. Donc là, des choix qui doivent être assumés. Bien évidemment, tout le monde veut des camions partout, mais les camions partout, c'est pas possible. Je vais vous expliquer, on a 600 villas dans le feu, on va avoir peut-être 4 à 500 camions. Si on met un camion derrière chaque maison, le feu s'élargit. Il faut absolument qu'on arrive à contenir ce feu. Les flammes atteignent parfois plus de 30 mètres de hauteur. Le vent n'est toujours pas tombé. Pire, il accélère les tourbillons incendiaires
en attaquant le Val de Gilly par l'ouest, là où la déclivité du terrain accélère sa fulgurante descente vers le cœur du hameau, où personne, ou presque, n'a pu s'enfuir. Les yeux piqués, les yeux. On avait envie que ça s'arrête parce que c'était pas les flammes qui nous dérangeaient physiquement, c'était cette sensation d'étouffer, de vomir, on avait mal au cœur. Là, c'était la panique totale. À un moment donné, avec ma voisine Lynn, on a fait le tour du hameau et puis on s'est rabattu sur ma maison parce que j'ai dit c'est hyper dangereux. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir une autre bouteille de gaz qui va exploser. Carole a quand même quelque chose de très fort, c'est qu'elle est rassurante. Parce que la première parole que je lui dis, mais on va tous mourir là, c'est pas possible, on est cernés. Parce que je suis dans une terreur totale. Alors là, c'est clair, avec Colette accrochée à moi. Et moi, à un moment, je ne me sentais pas bien du tout. Carole aussi, elle est sortie, elle est rentrée, elle est sortie, elle est rentrée. À chaque fois, la fumée qui rentrait. Donc, à un moment, je me sentais vraiment très, très mal et je suis un peu tombée dans les pommes. Elle était dans un état de stress et allongée sur la banquette de la salle à manger, dans la cuisine où nous étions, dans le noir. Puis oui, d'autres personnes qui paniquaient forcément et qui téléphonaient, on n'arrêtait pas de téléphoner, on s'énervait au téléphone. Quand j'appelle Luigi, je lui ai dit, écoute, là je crois même bien que je crie dans le téléphone, je lui dis, mais dis-leur de monter, c'est pas possible, on va tous mourir dans la maison de Carole, parce que c'était notre seul refuge. Et j'entends, oh, ça commence à brûler à côté. Je me dis, mais je ne vais pas rester là, assise. Et donc, je commence à sortir. Et c'est là que je commence à faire le tour du village, à remonter vers chez moi, là. Donc là, alors là, c'est vraiment, mais ça prend dans tous les sens. Je mouillais mes volets pour pas que le feu entre dans la maison. J'étais donc à l'extérieur, en tenue d'été, avec un t-shirt, des baskets Ben Simon que je sentais fondre, la semelle qui fondait. J'avais très chaud aux pieds. Là, j'entends Carole qui me dit « Lynn, on a besoin de l'eau de ta piscine » parce que ça commence à brûler au-dessus de mes portes. Et là, donc, effectivement, on a commencé à charrier des seaux, même des seaux percés. Les flammes sont d'une violence et d'une force incroyable. Elles se balancent comme ça. Et je me suis dit, mais à un moment donné, ça va aller sur mes arbres, sur moi, sur ma maison, et je vais brûler. On ne parlait pas, il y avait un silence total. Au dehors, on voyait les flammes. On n'avait qu'une peur que les vitres cassent et les flammes rentrent dans la maison. L'eau a été coupée. On avait tellement soif que je crois qu'on aurait pu boire l'eau des piscines. Franchement, mais là, on ne comprend pas pourquoi ça coupe l'eau à 10h30 à peu près. On a arrêté le plus possible autour des maisons pour éviter que le feu entre dans les maisons. Et si le feu était rentré dans nos maisons, c'était foutu. Et ouais les gars, c'est la fin. Cette nuit-là, personne ne périra dans le brasier au centre du hameau. Mais cette maison perdue dans un vallon, quelques kilomètres plus haut, au pied de la route des Crêtes, porte encore le deuil d'Olivier, 50 ans, aromathérapeute, et de Virginie, 32 ans, professeur de gymnastique. Quand l'incendie se rapproche,
tous les deux essayent de fuir en voiture. Mais les flammes finissent par les rattraper. 2 morts. Un choc pour Elke qui ne comprend toujours pas pourquoi personne n'est venu secourir Olivier et Virginie. 18 ans plus tôt, elle avait eu la chance d'échapper aux flammes, mais pas sa villa. Ces photos témoignent de la violence du brasier, car de cette jolie demeure qui surplombe le golfe de Saint-Tropez, il ne reste que gravats et meubles carbonisés. En 2021, c'est pas possible qu'un rameau comme ça, un petit rameau que je connais depuis 40 ans, qui était mignon comme tout, qui est rare en plus, qui est rare, brûle. Brûle, je veux dire, c'est pas possible. Plus de morts, c'est pas possible. Si on nous avait prévenu des heures plus tôt, oui, on se serait mieux préparé. Quand le pompier, on dit, on vient, reste chez vous, parce qu'on arrive. Et on n'arrive pas. Ça me faisait très, très, très fâché. C'était d'autant plus criminel de leur part de nous obliger à rester dans un lieu dangereux, de mort, et ils ne sont pas venus. Ils sont venus très, très tard dans la nuit, après que le feu soit passé, c'est-à-dire qu'il était à peu près 2h30, 3h moins le quart du matin. D'abord, seul, il est venu un pompier seul avec une petite voiture de pompier. Et puis ensuite, il y a tous les autres pompiers qui sont venus, une colonne entière. Mais là, c'était juste pour nous faire évacuer. On a l'impression qu'on a quand même été nettement oubliés, largués, débrouillez-vous. C'était au petit matin. Je vois un camion qui s'arrête et une ligne descendre. Et là, voilà, j'ai fourni en larmes. Je l'ai attrapé, je l'ai serré, et puis la vie est repartie, quoi. Le feu était parti et on a forcé d'évacuer. Oui. Comme un criminel. Oui. Ah oui. C'était trop dangereux. Et je pense, mais écoute, c'est fini. Le danger est parti, hein? Tu es trop tard. Oui, tu as besoin d'aide. Et je pense, j'ai besoin d'aide. Je veux dormir dans mon lit. Oui. Notre maison n'a pas brûlé. Oui. Mais pourquoi les pompiers n'ont-ils débarqué au Val de Gilly qu'à 3h du matin? Il faut remonter aux grands incendies de l'été 2003 pour le comprendre. Un premier feu gigantesque, déjà parti d'une aire d'autoroute, avait éclaté fin juillet dans la forêt des Morts. Même parcours et mêmes images hallucinantes. Ah, regarde! Décroche! Oh, regarde! Il y a des camions qui crament là-bas. Un mois plus tard, fin août, un second incendie encore plus titanesque avait dévoré cette route qui grimpe vers Colobrières. Renaud Pirovano, fils de bûcheron, éclaireur forestier, avait affronté un incendie hors du commun. Mais rien ne s'était passé comme prévu. Il avait compris très vite que les pompiers étaient en danger. Mais personne ne l'avait écouté. Et c'est là, à la sortie de ce tournant, que 3 de ses amis meurent le 1er septembre 2003, pris dans une poche de gaz qui a embrasé leur camion. Une tragédie qui a bouleversé son existence et dont il rend responsable le commandement des pompiers de l'époque. De ce jour funeste, il ne reste qu'une pierre tombale et de terribles souvenirs. Sergent-chef Michel Giovannini. Mort au feu. Sergent-chef Georges Lahaye. Mort au feu. Sapeur première classe Patrick Zeda. Mort au feu. Faut pas chercher pourquoi on n'envoie plus les pompiers des petits chemins comme ça. Faut pas chercher. La dernière fois, ils ont envoyé ici. Ça a donné quoi? Ça a donné 3 morts. Ok? Donc aujourd'hui, on ne prend plus de risques. Il y a bien longtemps qu'on n'écoute plus les gens qui connaissent, les gens du terrain. Hein. Mais depuis 2003, chez les pompiers, il y a eu un pourcentage, je ne sais lequel, de démission. Faut pas l'oublier, ça non plus. Hein.
Moi, il y a des pompiers qui m'ont dit dû au commandement. En 2003, il y avait des pins, des pilettes de pins, 10-12 mètres de hauteur. Et vous avez la flamme, c'est le double. Hein. Et puis le feu, lui, il s'attise tout seul. Hein. Il y a eu la sécheresse. Et Mistral. Le parterre, c'est de la paille, c'est de l'essence. Certains endroits, les pierres, elles éclataient. Je ne vous dis pas une bombe atomique. Et cette boule de feu qui vous avance dessus. Vous avez beau vous déplacer, vous avez toujours cette boule de feu qui vous suit. Parce que la forêt des morts, moi je suis né dedans et tout, vous ne la prenez pas avec un ordinateur. Hein. Ah ouais, cette plante, elle brûle moins vite que l'autre. Mais attendez, elle marche sur la tête un moment. Hein. Vous vous rendez compte, moi en 70, je rentre dans les pompiers, il y a la sirène qui sonnait, il n'y a pas de portable, il n'y avait rien du tout. La sirène qui sonnait, j'avais le jean, on mettait la veste de pompier, on partait, accident ou feu, on partait. Et là aujourd'hui, avec les moyens colossaux qu'il y a, comme je vous disais, les moyens colossaux qu'il y a, on n'attaque plus le feu. Et là, il n'y a pas eu de mort pour la bonne raison que, mais le feu, on n'y est pas allé. La preuve, Val de Gilly vous l'a dit. Ok? Voilà. Moi, c'est le reproche que je fais. Allez-y. Parce que, mais comme je vous ai dit, c'est les pompiers du terrain, ils demandent qu'à bosser. Ils demandent que ça. Ils demandent que ça. Ils demandent que ça. Sauvez les gens. Sauvez les gens. Certes, il faut sauver les hommes. Mais entre 2002 et 2021, presque 300 pompiers sont morts en France pendant leur service. Après les sinistres de ces dernières années, les experts se sont donc penchés sur une question existentielle pour éviter de nouvelles hécatombes. Faut-il envoyer les pompiers au front alors qu'ils peuvent y laisser leur vie? D'autres experts préfèrent s'interroger sur la nature des feux actuels, car les brasiers de ces 50 dernières années n'ont plus rien à voir avec l'incendie de la forêt des morts de 2021. Clairement, c'est un méga feu, en ce sens que c'est un feu qui rapidement dépassait les capacités de lutte des sapeurs-pompiers. C'est tout simplement ingérable. Personne ne peut gérer ça. Et donc, il y a forcément des couacs dans la communication. Et comment est-ce qu'on se prépare à ça? Les anglo-saxons, alors notamment les Australiens, partant du principe qu'ils arrivaient en limite du système de lutte, ils ont énormément investi sur ces dernières années en mettant des moyens sur la communication avec le public avant l'incendie. Ils leur disent, voilà, posez-vous la question, si le feu arrive, si vous voyez de la fumée à tel endroit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous êtes en sécurité chez vous? Est-ce que vous pensez que vous pouvez fuir? Si vous fuyez, quelle route vous allez prendre? Et le fait d'amener les gens à se poser ces questions, ça les amène à se préparer. En France, on a toujours pensé que c'était la décision du commandant des opérations de secours qui est de dire, ok, on confine ce village, on évacue celui-ci. Alors ça marche bien quand on a un peu de temps pour réagir. Quand on parle de feux tels que celui du Massif des Morts en 2021, c'est des feux qui vont tellement vite qu'on n'a pas le temps d'évacuer les gens, mais on n'a pas la certitude qu'ils sont bien confinés. Donc c'est excessivement compliqué. Donc encore une fois, il faut absolument se préparer à ces situations-là. Quand la crise est là, c'est trop tard en fait. La meilleure illustration de l'impuissance des pompiers en cas de crise, l'impossibilité pour eux d'entrer dans des sites mal entretenus comme au Val de Gilly. La faute à l'État et aux collectivités locales qui n'entretiennent plus grand-chose malgré la récurrence des incendies. Des lignes électriques en déshérence, des arbres qui se touchent, des poteaux électriques en bois, des routes trop étroites, mais aussi des propriétaires terriens qui n'ont pas débroussaillé. Je ne vais pas faire un focus sur le Val de Gilly, c'est vrai dans d'autres secteurs. C'est-à-dire que pour qu'on puisse défendre, et ça c'est ça la clé du système et de l'avenir, il nous faut trois choses, c'est ce qu'on appelle nous la défendabilité. Il faut premièrement des chemins d'accès qui fassent 4 mètres. Pourquoi 4 mètres? Parce que si quelqu'un s'enfuit, il faut que nos camions puissent passer. Donc il faut des chemins suffisamment larges et débroussaillés. Premier point. Deuxième point, il nous faut de l'eau pour défendre les maisons. Tout ça, c'est marqué dans un règlement départemental de DECI, dans un règlement départemental sur l'accessibilité. Et le troisième point, peut-être le plus important, il faut l'obligation légale de débroussaillement soit respectée. C'est-à-dire que si la maison est débroussaillée, nous n'avons pas à mettre même de camions, les gens peuvent y rester et on n'a absolument pas de risque pour les gens. D'ailleurs,
faut dire, sur ce feu, nous avions 70% des maisons qui n'étaient pas correctement débroussaillées. Couper, tailler, débroussailler, aménager, sauver la faune et la flore, mais surtout les populations. C'est aussi le combat de Michel Mondani, maire des Maillons, ce minuscule village à l'entrée de la forêt des morts, qui a déjà failli brûler 10 fois, mais qui a échappé aux flammes miraculeusement. J'ai eu peur. J'ai cru que la barrière était fermée. Bon, on dirait la personne. Michel Mondani a dirigé pendant 22 ans de jeunes pompiers volontaires, avec une seule devise en tête, la fraternité des hommes qui n'aiment pas perdre une guerre, fût-elle la guerre du feu. Et voilà, là on arrive sur la piste Marc Robert, un pompier qui était mort là. À l'époque, il y avait des avions qu'on appelait, c'était pas les Canadair, c'était les Catalina. Et je crois que c'était le souffle de l'eau qui l'avait déstabilisé sur un rocher, il est tombé et il s'est fracassé la tête. Ah, la vache, c'est pas évident. Là, j'ai vu des hommes, hein, des gaillards, des hommes pleurer. Hein. La peur. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention, quoi, qu'ils ne mettent pas la panique à tout le monde. Alors on les fait mettre dans un coin, ou sous le camion, ou derrière un pneu, ou dans la cabine. Voilà, mais il faut les tenir un peu, quoi. Et c'est là qu'on se fait des amis, des véritables amis. Parce que dans le danger, eh bien, les hommes sont beaucoup plus solidaires. Alors que quand on joue au boule, hein, le gars il vient taper sur l'épaule, voilà, faut pas en tenir compte, quoi. Mais là, devant le danger, là j'ai rencontré des hommes formidables, vraiment. Protéger les hommes, leurs maisons, la forêt coûte que coûte. Mais qui doit payer? L'Europe? L'État? La région? La communauté de communes? Ou la commune elle-même? Jusqu'en 2020, c'était du ressort de la communauté de communes Cœur du Var. Mais un clash avec la direction de la réserve naturelle a tout stoppé. Résultat, la défense des forêts contre l'incendie, la DFCI, reste sans gestionnaire précis, même histoire ubuesque avec ses citernes. Cette citerne, en gros, elle doit pas être loin de 100 000 litres, et les pompiers se ravitaillaient au poteau incendie qui était desservi par la citerne. Ça a été plus ou moins abandonné. L'eau est plus canalisée, c'est bouché. Voilà, c'est dommage parce que là, quand vous avez autant d'eau, ça vaut le coup, quoi. C'est intéressant. Alors celle-là, elle est destinée aux hélicoptères bombardiers d'eau. Ben, comme je vous l'ai dit, celle-là, on ne peut pas l'ouvrir. On dirait qu'elle est vide. Non, il y en a un peu. Alors, pour la question qui fâche, là, vous allez me faire avoir des histoires. Eh bien, on ne sait pas trop qui doit la remplir. Alors, normalement, c'est la charge. On ne sait plus. Alors, il y en a qui disent que c'est les pompiers. Les pompiers disent que non. Il y en a qui disent que c'est à la charge de la communauté de communes. La communauté de communes n'ont pas les moyens. C'est-à-dire n'ont pas les moyens, n'ont pas les véhicules nécessaires. Parce qu'il faut, là, il faut un semi-remorque pour la remplir. Il faut 30 000 litres. Dans les communes, on a de plus en plus de responsabilités, mais on n'a pas les moyens qui vont en face. Et s'il faut louer un véhicule pour monter ici, ça coûte une fortune. Pour une commune comme la nôtre, c'est compliqué. Quand je vois autour de moi qu'il y a des copains qui mettent 1 million, 1,2 million € dans une salle des fêtes ou 1,6 million dans une salle des fêtes, et que moi, mon budget est à peine d'1 million d'euros, la commune vit avec 1 million d'euros, quoi. Voilà. Pour combien d'habitants? 650 habitants. Mais avec ça, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses en régie par nous-mêmes, quoi. Bon, je vais peut-être bientôt arrêter, parce que j'ai 79 ans passés, donc ça commence à peser maintenant. Si les enjeux environnementaux demeurent plus que jamais une priorité, les pouvoirs publics, eux, se rejettent la responsabilité du financement de la lutte contre les incendies. Oubliant que la moitié de la réserve naturelle de la Plaine des Morts a brûlé en moins de 2 heures.
Au cœur de cette forêt primaire, qui renaît peu à peu de ses cendres, un sage incarne la volonté de ne jamais faillir face à l'inconséquence des hommes. Marc Chélan. Biologiste, président du comité scientifique de la réserve, il a passé une bonne partie de sa vie à œuvrer pour un petit reptile herbivore, la tortue d'Hermann. Ça met bien les dessous là, comme ça. En fait, c'est sous ce genre de rocher que les tortues qui ont survécu au feu ont pu se cacher et du coup survivre, quoi. C'est quand même une espèce qui vit 50-60 ans, donc les temps de génération sont longs et donc il faut plutôt disons 40-50 ans pour qu'une population se reconstitue. Ce qui veut dire qu'il faut que les rythmes d'incendie soient inférieurs à 40 ou 50 ans. Ce qui est problématique, c'est un incendie qui va être suivi, par exemple, par plusieurs années de sécheresse. Parce que là, disons, les végétaux ne peuvent pas, disons, il y a un épuisement. Mais au lieu de réaliser l'union sacrée pour sauver la tortue d'Hermann, éleveurs, chasseurs, gros propriétaires terriens et même certains élus ont préféré attaquer la directrice de la réserve naturelle et son équipe. Lors d'une réunion au Maillot en juin 2022, ils affirment qu'ils sont trop nombreux, incompétents et qu'ils auraient passé 80% de leur temps à les verbaliser et 20% à s'occuper des écosystèmes. Accusée de dogmatisme écolo, la directrice aurait refusé de débroussailler, en plus, certains sous-bois pour protéger les animaux plus que les hommes. Tout est faux, mais peu soutenu, harcelée et même menacée de mort, elle a demandé sa mutation. C'est vrai que les personnes ont du mal à accepter qu'une réserve naturelle, son objectif premier quand même, c'est préserver la nature. Mais avant de quitter son poste, la directrice de la réserve naturelle avait attaqué en justice le propriétaire d'un domaine viticole dirigé par un milliardaire britannique. Elle l'avait fait condamner à 2 reprises pour travaux illégaux et altération de l'habitat des tortues d'Hermann. Et ça ne passe pas. En guise de riposte, comme si la loi de l'argent devait être la plus forte, la Chambre d'agriculture du Var, soutenue par le puissant lobby des Côtes de Provence, avait écrit au président de la République et à 3 ministres pour discréditer la directrice. La gouvernance de la réserve compromet la préservation des Côtes de Provence qui représentent 10% du territoire. Il faut savoir que cette réserve a été imposée par l'État après pratiquement plus de 20 ans, presque 30 ans de lutte. Donc de lutte des associations locales, du collectif qui s'était constitué dans la Plaine des Morts, d'un collectif de scientifiques, l'intervention de l'Europe, de la Convention de Berne. Bon, donc il y a eu une très forte mobilisation, mais ce qui veut dire qu'il y avait quand même de gros intérêts dans la plaine et des enjeux importants. Il y avait un grand projet industriel de la part de Michelin qui était d'installer une piste d'essai avec des bâtiments industriels, etc., juste ici, sur près de 800 hectares. Ensuite, il y a eu le TGV qui devait passer plein milieu de la Plaine des Morts. Certains grands propriétaires, certains élus qui souhaiteraient peut-être, disons, plus de facilité d'urbanisme, etc. Il y a toute une collection de projets qui se sont portés sur la Plaine des Morts, parce que si on regarde, disons, une carte, c'est la confluence de 2 autoroutes, c'est un des rares terrains plats du Var, c'est le lieu par excellence où tout investisseur a envie de s'installer. J'ai une étagère entière de dossiers, d'articles de presse sur tous les combats qui ont été menés. Et dans la bibliothèque de Marc Chélan, un dossier explosif, celui du ministère de l'Environnement sur la forêt des morts. Il indique très clairement que l'urbanisation accroît les risques d'incendie avec l'augmentation des interfaces habitat-forêt.
C'est le cas dans ces massifs qui regorgent de résidences secondaires pour milliardaires et retraités planqués au creux de vallons inaccessibles. D'ailleurs, selon l'INSEE, la plupart des communes autour de Saint-Tropez et dans la forêt des Morts dénombrent 60% de résidences secondaires sur la totalité des logements recensés. 6 fois plus que partout en France. Un scandale qui tient à la politique foncière menée par certains maires dans les années 80-90, plus séduits par l'argent des promoteurs immobiliers que par la protection de la biodiversité. Mais ceux qui ont le plus souffert de l'incendie, ce ne sont pas les riches propriétaires, mais bel et bien les locaux qui travaillent 24 heures sur 24 toute l'année pour préserver ce bout de terre paradisiaque. Comme ici, au ranch de la Maine, à moins de 2 km du Val de Gilly. Cette ferme, c'est un petit jardin d'Éden créé par une famille de doux rêveurs qui se sont installés entre vignes et collines il y a plus de 20 ans. Quelques années plus tard, les animaux gambadaient partout. Des chevaux, des poneys, des oies, des lapins, des chèvres, des cochons guillés, mais aussi des yaks, des lamas et même des gnous. Un peu plus loin encore, un restaurant western qui ne doit rien au hasard. Vu qu'on n'avait plus d'arbres, plus de forêt, il a fallu réinventer un décor et un style. Donc on est parti sur le thème du Mexique. Donc l'incendie est arrivé par le sommet de la colline qui est en face. Une vitesse incroyable vu que le feu est arrivé chez nous en moins de 4 heures. Ce qui nous a laissé peu de temps pour s'organiser, évacuer les animaux. Ce soir-là, en 1h30, nous avons évacué 150 animaux grâce à un élan de solidarité incroyable. Donc quand l'incendie est arrivé, les animaux étaient déjà partis, nous les avions évacués. Malheureusement, la pluie de flamèche a embrasé toutes les bordures des terrains aux alentours, ce qui a créé un brasier incroyable et tout a brûlé ce soir-là. Il y a 20 ans de travail acharné. Quand on arrive et qu'on est éradiqué comme ça de la planète, ça fait quelque chose. Ici, c'était dévasté. Il faut vous imaginer, il y avait un bâtiment qui servait de stockage agricole qui était complètement effondré. Vous aviez à peu près le même type de barrière. Là, on a le parc des Lapins, il n'y avait plus rien, ni la cabane, ni les barrières. Donc on a recommencé par cette partie-là, donc c'est la partie ferme pédagogique, ce qui nous a permis de remettre nos animaux dans de bonnes conditions. On a une association également de sauvetage d'animaux. Après incendie, c'était plutôt compliqué parce qu'on en avait réparti chez tous les particuliers qui les avaient accueillis, on en avait partout. Donc les premières flamèches justement ont atterri dans cet angle-là, ce qui a embrasé la forêt du voisin. C'est pour ça qu'il est important de débroussailler les parcelles sur 50 mètres comme le demande la loi, parce que ça protège. Et donc quand une fois le feu est parti, avec le vent qui souffle, c'est inarrêtable. En 2021, le feu est allé 3 fois plus vite qu'en 2003. C'était apocalyptique. Je pense qu'un jour ou l'autre, là c'était une cigarette, c'est toujours les mêmes choses. Souvent c'est une faute humaine qui déclenche l'incendie. Et donc c'est dur de dire que ça n'arrivera plus. Gino a reconstruit son ranch en 2 ans. Une forme de résilience qui s'étend au-delà de son corral sur ces collines qui dominent le Val de Gilly. Son meilleur allié, Terence, 26 ans, enfant du pays, silhouette d'Apache, indien sur le sentier de la guerre contre le feu. Tout en aidant la reconstruction de la ferme équestre, il s'est installé sur ces arpents de terre, eux aussi cramés par l'incendie. Il imagine déjà une forêt constellée de coupe-feu dont les acteurs principaux sont des ânes. Des débroussailleurs hors pair, car chacun d'entre eux peut dévorer plus d'1 hectare de mauvaises herbes chaque année.
la plus vieille du groupe, la plus craintive. Ici, on a Venise et Massala, la plus jeune. Donc c'est des ânes que j'ai récupérés avant l'incendie et le ranch m'a beaucoup aidé, m'a trouvé cette propriété pour s'occuper du pare-feu en fait. Et donc là, on est à 4 hectares. Au sommet de la colline s'arrête vraiment le couloir du feu. Donc le concept est vraiment de pouvoir parquer tout ce vallon-là et ensuite le prochain, puis l'autre, il y a 6 km. Donc là, j'ai créé plusieurs espaces où on fait des roulements et en fait, c'est la première année où je leur donne pas de foin. Elles arrivent à se tenir toutes seules et on voit qu'elles ne manquent pas trop de gras. Hein. C'est mes associés. Et oui, elles travaillent bien. Et c'était le jardin de Babylone, en fait, notre maquis. C'est dommage de laisser ça à l'abandon, c'est dommage de voir que maintenant ça brûle et ça ne devrait pas brûler. Aujourd'hui, c'est un film, hein, notre vie, on est dans un western. Moi, je vis là, dans ma cahute avec mes ânes. Et je pense que c'est ça le secret. C'est plus de le regarder brûler, c'est vraiment de l'entretenir. Étrange paradoxe. Et s'il fallait que les nouvelles générations se rebellent en empruntant certains codes du passé pour qu'elles réussissent à revitaliser la forêt des morts et surtout à la pérenniser. Le feu, il ne faut pas en parler que les lendemains de feu. Il faut qu'on travaille pour la forêt maintenant et pour la forêt dans 40 ans, quoi. Et mon grand-père était forestier, il avait énormément de châtaigniers. Et je regrette qu'on ait perdu cette diversité quelque part, parce qu'il faisait les vignes, il faisait les châtaigniers, il faisait des levées de liège. Ça n'existe plus, quoi, malheureusement. Moi, j'ai connu au village, quand on montait dans la rue principale, au mois d'octobre, il y avait des tonnes de châtaignes dans des sacs qui attendaient les revendeurs qui venaient les chercher au village. Moi, quand je suis arrivé au Maillot, je me suis dit, c'est là que je vais finir ma vie. Tellement que le village était beau, vraiment. D'abord, il n'y avait pas de maladie aux arbres à l'époque encore, donc ils étaient en pleine végétation. Et c'était un endroit... Moi, je venais de la mer, je venais du bord de mer, hein, donc ça me changeait. Hein. Disons que j'ai eu deux amours, le village et ma femme. De la naissance du feu aux blessures infligées aux habitants de la forêt et à tous ceux qui y travaillaient, il reste tant de questions sans réponse. Pourquoi les a-t-on abandonnés? Qui est responsable de ce désastre humain et écologique? Qui songe aujourd'hui, près de 3 ans après l'incendie du siècle, à la résilience de la petite communauté du hameau du Val de Gilly, dont certains ont tout perdu? Personne ne les a aidés, personne ne les a soutenus, personne n'a même essayé de comprendre ce qui leur est arrivé lors de la nuit du 16 août. Et tous souffrent encore aujourd'hui de syndrome post-traumatique. Que je ne comprends pas. En 2003, quand il y a eu le feu, il se trouve que j'étais là, mais j'étais aux Marines. Et je voyais les Canadaires qui se posaient dans le golfe et qui remplissaient, et qui y allaient. Là, il n'y en a pas eu un. Le lendemain, il n'y en a pas eu. Tout a été fait manuellement. Bon, enfin, quand même, on est au XXIe siècle, les avions, les moyens techniques existent. C'est envers ça que j'ai un peu de... C'est pas de la colère, c'est... Ça me gêne, quoi. 2021, je me suis rendu compte que, effectivement, on peut mourir très rapidement, bêtement. Parce que des gens ont décidé de ne pas nous aider. On ne peut pas guérir de ça, on ne peut pas oublier ça, c'est en nous. Je suis quand même tombée malade après, hein. Ça m'a provoqué quand même un cancer. On fait la guerre avec le feu, la prochaine fois. Oui, et on va On est prêt. On est prêt. Oui, absolument. Oui. Nous avons 2. Sans pompiers. Et le feu n'a pas une chance maintenant. La maison de Philippe a presque entièrement brûlé, mais il a tout reconstruit, pierre par pierre. On sait où on habite. On prend le risque ou on ne le prend pas. Mais j'avais, à un moment donné, envie de vendre
j'ai plus envie. Donc, je suis fou. Mais je suis heureux d'être fou. C'est un attachement. On ne peut rien contre ça. Là, moi, j'ai peur des gens qui nous gouvernent, des gens qui nous donnent des ordres et qui ne font rien. Si je transmets ma maison à mes petits-enfants et que rien ne change, oui, c'est assassin de ma part de leur transmettre ça. J'aimerais bien quand même que les autorités fassent leur devoir. Nous, on fait ce que l'on peut à notre niveau, mais j'aimerais quand même que les autorités fassent leur devoir.